Bien, bonsoir. Dans l'actualité, ce protocole d'accord entre le ministre du Commerce et le syndicat national des ferrailleurs du Sénégal. Les deux parties n'ont pas signé. Point d'achoppement multiples. La rencontre est consécutive à l'interdiction de l'exportation de la ferraille. La grogne des diplômés de l'école municipale des professionnels de la santé. Le maire de Dakar leur aurait promis des postes lors de la cérémonie de remise des diplômes. Le directeur de cabinet de Khalifa Sall relève un amalgame dont vous entendrez les détails dans cette édition. Et puis le combat contre les feux de brousse, des systèmes d'alerte rapide pour faire face à cette destruction du tapis herbacé. Le ministère de l'écologie équipe les comités villageois des zones sensibles. Une bien grosse perte pour l'Amérique latine. Hugo Chavez sur ces images est décédé. Le Venezuela lui rend hommage après 14 ans de règne. Une procession d'une dizaine de kilomètres l'a accompagné au lieu de l'exposition de la dépouille, le parcours de l'homme dans cette édition. Bien, bonsoir. Le protocole d'accord entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et le syndicat national des ferrailleurs du Sénégal, les deux parties n'ont pas apposé leur paraphe. Le document souffre en effet de plusieurs points d'achoppement. En revanche, le ministre annonce la libération à l'exportation de 69 conteneurs déjà au port autonome de Dakar. La rencontre, je le rappelle, est consécutive à cette mesure qui interdit l'exportation de la ferraille. Kolo Cissé, Amina Sow. Le bras de fer entre le syndicat national des ferrailleurs et le gouvernement du Sénégal est loin de connaître son épilogue. Suite au décret interdisant l'exportation de la ferraille, un protocole d'accord est soumis aux ferrailleurs. On nous a mis devant le fait accompli parce que nous venons juste, peut-être autant que vous, d'être au courant de ce projet de protocole d'accord. C'est aujourd'hui, même dans la matinée, que le directeur de l'industrie nous a remis ce projet de protocole d'accord. Mais dans ce protocole d'accord, quelques points sèment la discorde entre ferrailleurs et l'État du Sénégal. La première de cette proposition, c'est d'abord l'ensemble de la ferraille collectée par le syndicat et maintenant sera acheté par l'usine Someta. Nous sommes conscients et nous sommes sûrs que l'unité industrielle qui est sur place ne peut pas absorber la collecte nationale. Nous sommes sûrs et nous sommes certains. Mais l'État, l'unité, le responsable a pris des garanties devant l'État. Nous allons le mettre devant le fait accompli. Mais nous sommes sûrs qu'il ne peut pas absorber la collecte nationale. Il n'a ni la logistique, ni les capacités. Ces fours ne sont pas habilités à prendre certaines qualités de fer. Autre point encore flou pour les ferrailleurs, l'exigence de l'État du Sénégal pour que ces ferrailleurs soient structurés afin qu'ils puissent obtenir un préfinancement. La stratégie de accélérée a dégagé une ligne de financement pour justement accompagner les syndicats, les collecteurs à se réorganiser. Parce que le gouvernement les a clairement fait comprendre qu'ils ne peuvent pas bénéficier de financement s'ils ne sont pas structurés, s'ils ne sont pas organisés. Les investisseurs étrangers qui étaient là, ils préfinançaient le marché sur la base d'une simple confiance. Donc si l'État met à notre disposition une ligne de crédit pour nous exiger des garanties, là ça va poser problème parce que les ferrailleurs n'ont pas de garantie à remettre l'État pour avoir un crédit. Le protocole d'accord n'est pas encore signé par le syndicat national des ferrailleurs. Ces derniers disent aussi lutter pour que la mesure qui interdit l'exportation du fer soit appliquée aux Chinois. Nouvel accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Les autorités des deux pays ont pu finalement harmoniser leur position, ce après plusieurs rencontres. Le ministre sénégalais de la pêche, Pape Diouf, a éclairé l'opinion sur les contours de cet accord. C'était devant la presse. Compte rendu, Alioune Diagne, Ibrahim Kamara. 40 000 tonnes pour 300 embarcations. C'est la quantité autorisée par la Mauritanie aux pêcheurs sénégalais pour une année. Cela fait suite à un accord de pêche entre les deux pays. Avant, la Mauritanie accordait un certain nombre de licences avec un taux forfaitaire annuel que l'on payait par licence. Cette fois-ci, on est au quota. Après une multitude de réunions et de discussions, nous avons finalement retenu avec la Mauritanie un quota de 40 000 tonnes avec 10 € la tonne. Évidemment, c'est une nouveauté, donc pour le moment, il faut aller à la pratique pour voir effectivement ce que cela donne. Mais comme toute nouvelle mesure, ça inquiète. C'est pourquoi je comprends effectivement les pêcheurs aujourd'hui face à ce nouveau type
d'accord. Les mesures seront prises par le gouvernement du Sénégal pour éviter les récurrentes confrontations entre les pêcheurs sénégalais et les gardes-côtes de la Mauritanie. Vous savez, dans le passé, on a déploré parfois des batailles, des bagarres vraiment très difficiles entre gardes-côtes mauritaniens et les pêcheurs sénégalais. Pour l'éviter maintenant, ce que j'ai dit aux pêcheurs, il faut respecter la réglementation des autres pays. Si vous constatez maintenant des dérapages ou des dérives du côté des gardes-côtes mauritaniens, il faut saisir les autorités du Sénégal. La négligence du port des gilets de sauvetage par les pêcheurs est l'autre équation qui inquiète le gouvernement. Qui, malgré le mauvais temps, vont en mer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le port de gilet. Il y en a, quelles que soient les explications, la sensibilisation qu'on fait, il y en a qui persistent à ne pas porter des ports de gilet, à porter des gilets. Le repos biologique est l'une des politiques que prône le gouvernement du Sénégal. La finalisation de cet accord de pêche est prévue en mi-mars à Dakar. Les acteurs concernés et les administrations des deux pays prendront part à cette rencontre. Le maire de Dakar sur la sellette des diplômés de l'école municipale des professionnels de la santé. Khalifa Sall leur aurait promis des postes lors de la cérémonie de remise des diplômes. Il se serait engagé, le maire de Dakar, à leur trouver des emplois pour 5 ans au moins, se sortir de 3 années de formation. Ils ont assiégé la mairie de Dakar ce matin pour lui rafraîchir la mémoire, disent-ils. Infirmiers, sages-femmes et autres techniciens de la santé sortis de l'école municipale des professionnels de la santé ont arboré des brassards rouges devant les locaux de la mairie de Dakar, leurs revendications, le recrutement dans les structures sanitaires municipales. Depuis le début de la formation sous le magistère de Pape Diop, on avait un engagement quinquennal comme quoi quand nous serons sortis de l'école diplômée, nous serons recrutés par la ville de Dakar pour 5 bonnes années. On nous utilise à travers des stages non rémunérés. On se tue à faire des stages au bout de 5-6 mois quand on s'achemine presque vers peut-être un contrat, on essaie de nous freiner. Ces techniciens de la santé dénoncent l'inertie de la mairie. Ils affirment avoir fait de nombreuses demandes d'audience adressées à Khalifa Sall, des demandes qui sont restées vaines. On a eu à introduire plus de 5 demandes d'audience, mais il est resté sur ses fins, sans faire aucune réaction. Soit il nous impute à son directeur de cabinet, ou bien au directeur de la DAS, qui nous tient toujours un discours monotone consistant à on va essayer de faire quelque chose comme un projet de volontariat de la santé. On lui a dit que nous sommes preneurs, si tel est le cas, mais malheureusement, il n'a pas réagi par rapport à cette situation. Ces professionnels de la santé souhaitent plus que jamais mettre en pratique leurs acquis pour ne pas perdre la main, raison pour laquelle ils n'acceptent pas le mutisme des autorités municipales. La ville est maintenant érigée en fonction publique communale. Et lui-même avait dit que la ville de Dakar est prête à vous engorger tous, d'autant plus que le déficit est criard. Nous en avons besoin, nous avons besoin de vos compétences. Mais il se trouve qu'il va à l'encontre de cette décision, vu que à travers les propos qu'il nous avait tenus et que la réaction qu'il observe actuellement, c'est diamétralement opposé. Ces techniciens de la santé ont reçu une formation de 3 ans à l'école municipale des professionnels de la santé, un projet de l'ancien maire Pape Diop, un projet qui leur assurait un emploi pour une durée de 5 ans dans les structures sanitaires municipales. Un malheureux malentendu, si l'on en croit le directeur de cabinet de Khalifa Sall, Birakan Ndiaye, souligne qu'il s'agit plutôt d'un projet de corps des volontaires de la santé, projet d'ailleurs, dit-il, qui n'a même pas encore pris forme. Il est joint par Nafissatou Silla. Alors donc le maire avait dit que nous allons étudier et voir les possibilités de mettre un corps des volontaires de la santé comme le corps des volontaires des jeunes que nous avons eu à créer depuis 2010. Alors donc, ce corps n'est pas encore créé jusqu'à ce jour, parce que nous sommes sur les études, et ce corps devait permettre à ces jeunes de pouvoir débuter donc, dans leur profession. Et dans ce corps des volontaires, on ne parle pas de recrutement, c'est du volontariat, donc c'est une indemnité qu'ils peuvent recevoir. Donc ce corps n'est pas encore institué, donc on ne peut pas donc parler de recrutement. Aucunement le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, n'a promis un recrutement dans l'effectif des agents de la ville de Dakar. Birakan Ndiaye au téléphone, TFM de Nafissatou Silla.
Lutte contre les feux de brousse. Le ministère de l'écologie équipe les comités villageois. Les zones sensibles disposent désormais d'un système d'alerte rapide. Chaque année au Sénégal, plus de 650 000 hectares de terre brûlent. Une destruction du tapis herbacé, malheureusement, qui a de lourdes conséquences sur l'économie du pays. Alioune Diagne et Fatou Bintou Konté. Chaque année, plus de 600 feux de brousse se déclenchent dans les forêts sénégalaises, avec des conséquences incommensurables sur le tapis herbacé. Donc la matière organique, c'est le complément qui permet à l'agriculture de se développer. Donc c'est la ressource, c'est l'engrais naturel de la terre. Donc malheureusement, les nombreux feux de brousse détruisent tout cela, détruisent aussi les insectes qui vivent dans la terre et qui sont très importants. Elles appauvrissent l'écosystème et par là même empêchent donc le développement de certaines économies, économie de prélèvement des ressources de la forêt, économie d'élevage, économie d'agriculture. Ces feux de brousse sont le plus souvent du fait de l'homme, qui par de simples gestes détruit l'écosystème et brûle une grande partie de l'économie. La forêt brûle et ce n'est pas les lapins qui allument la forêt. Ce ne sont pas les moutons qui allument la forêt. Ce n'est pas les vaches qui allument la forêt. C'est bien nous, les êtres humains, qui allumons la forêt. Le collecteur de miel, quand il voit une ruche sauvage, il abat l'arbre, ce qui est déjà interdit par la loi. Pour abattre un arbre, il faut être détenteur d'un permis qui est délivré par le service des eaux et forêts. Il abat donc frauduleusement un arbre, très souvent qui coûte très cher, qui est un bois noble, qui peut être soit un khaï, soit un vène, soit un teck. Il abat l'arbre. Ensuite, il allume un feu de brousse. Deuxième faute, parce que le feu de brousse, on installe le feu, il abat un arbre pour son économie propre. Les feux de brousse sont déclenchés aussi, très souvent, trop souvent, par des braconniers et des chasseurs qui n'ont pas le souci du développement durable. Pour éradiquer ces feux de brousse, le ministre de l'écologie a mis sur place un système d'alerte et octroyé du matériel aux comités villageoises pour y faire face. Aujourd'hui, 8 unités, donc Unimog et Pick-up, qui ont pour vocation, et pour la première fois dans notre histoire du ministère de l'Environnement, qui ont pour vocation de lutter de manière participative, directement en connexion avec les collectivités locales, avec les populations à la base. Donc ces engins de lutte contre les feux de brousse sont équipés soit de citernes d'eau, soit de petits matériels qu'ils vont remettre au comité villageois de lutte contre les feux de brousse. Nous voulons à terme éradiquer les feux de brousse qui sont trop importants. Les feux de brousse sont un véritable fléau au Sénégal, où plus de 650 000 hectares de terre du pays partent en fumée tous les ans, au point que les forêts sénégalaises sont menacées de disparition. Édition de livret sur les droits humains et de l'enfant dans le continent africain, des outils pédagogiques pour renforcer les connaissances des élèves dans ce domaine. L'ONG Tostan porte ce projet appuyé par l'ambassade de la Grande-Bretagne. Écoutez ces précisions recueillies par Fatou Bintou Konté. C'est des livrets qui traitent des droits humains et des droits de l'enfant. Et nous allons les utiliser dans tous les centres où nous travaillons au Sénégal, dans 5 régions, et où les gens apprennent leurs droits et leurs responsabilités. Et ensuite, ils partagent ça avec les autres. Et avec ces brochures, ils peuvent vraiment partager mieux les droits. Et vous savez, c'est tellement important. Quand les gens connaissent leurs droits, ils connaissent leurs responsabilités, ils en discutent. C'est vraiment un changement extraordinaire dans le sens que les gens peut-être ne savaient pas qu'ils avaient le droit d'être protégés contre toute forme de violence. Hugo Chavez décédé, le Venezuela lui rend hommage après 14 ans de règne. Une procession d'une dizaine de kilomètres l'accompagnait jusqu'au lieu de l'exposition de son corps. Chavez, personnage assez controversé, mais qui aura tout de même marqué les esprits. Son parcours avec Daniel Diouf. Hugo Chavez est né en 1955 dans la petite ville de Sabaneta, à 400 km de la capitale vénézuélienne Caracas. Il est issu d'une famille d'enseignants, un homme qui a d'abord rêvé, comme nombre de ses compatriotes, de devenir une star du baseball.
Faute d'y parvenir, il est entré dans l'armée. Sous l'uniforme, Chavez atteint le grade de lieutenant-colonel. Dès 1983, il fonde le mouvement bolivarien révolutionnaire, en hommage au libérateur de l'Amérique latine, Simón Bolívar. 9 ans plus tard, en 1992, l'homme prend la tête d'un coup d'État contre le président en place, le démocrate Carlos Andrés Pérez. Le putsch échoue, il est emprisonné. Une nouvelle fois, les militaires qui le soutiennent tentent de prendre le pouvoir par la force. Un deuxième échec. Il sera amnistié en 1994 par Rafael Caldera, nouvellement élu à la présidence en remplacement de Carlos Pérez. Après 2 ans derrière les barreaux, Chavez fonde le mouvement 5e République qui va lui permettre d'accéder au pouvoir en décembre 1998. Il devient pour la première fois président du Venezuela. Hugo Chavez, c'est les nationalisations massives, la redistribution des terres, les programmes sociaux. Sa politique étrangère, en revanche, aura été marquée par l'anti-impérialisme. Proche de Cuba et de Fidel Castro, il va même jusqu'à prôner une diplomatie sud-sud pour se défaire de l'hégémonie occidentale, quitte à passer des alliances avec des régimes comme ceux de la Libye de Kadhafi, de la Syrie de Bachar el-Assad et de l'Iranien Ahmadinejad. À cause de la maladie, El Comandante s'était vu contraint de limiter ses apparitions en public et dans les médias. Il avait dû déléguer ses pouvoirs ces derniers mois. Il y a 2 semaines, Hugo Chavez est rentré de Cuba en catimini à Caracas après son opération d'un cancer du côlon. Selon la Constitution, la présidence par intérim devrait être assurée par le président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cabello. Le gouvernement a annoncé que l'élection présidentielle devrait intervenir sous 30 jours. Pape Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Football d'abord avec le Maroc qui pourrait accueillir le match Angola-Sénégal. Effectivement Khalifa Diakhaté, possible délocalisation du match Sénégal-Angola du 23 mars prochain. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. L'annonce est faite par Maître Augustin Senghor, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football. C'était sur les ondes de la RFM. Maître Senghor estime donc qu'en raison de la situation politique tendue et des manifestations violentes à Conakry, si la situation s'aggrave, eh bien ce match va être délocalisé au Maroc. Le football toujours avec la Coupe de la Ligue et le Casa Sport qui s'est qualifié cet après-midi en 8e de finale. Donc pour les 8e de finale aux dépens de la Renaissance sportive de Yoff, le score 2-1. Et puis pour ce qui est de la 8e journée du championnat, le Djaraf et le Duc ont fait match nul, 0 partout. Hier au stade Demba Diop, Gorée Douane, score de parité, mais là un nul avec des buts. Partout, la Ligue européenne des champions avec en ce moment même les 8e de finale, retour avec en ce moment même le PSG qui reçoit Valence à l'aller. Il y avait 2-1 pour le club de la capitale française. En ce moment même, la 29e minute, 0 partout entre ces deux formations. La Juventus de Turin mène par 1-0 depuis la 24e minute, un but d'Alessandro Matri, ce qui confirme la victoire à l'aller des Italiens, 3-0 sur le terrain des Celtic Glasgow. Et puis hier, le Real de Madrid s'est qualifié à Old Trafford sur le terrain de Manchester United avec une victoire 2-1 à l'aller. Il y avait 1 partout entre ces deux équipes à Madrid. L'autre qualifié de la soirée d'hier, le Borussia Dortmund devant le Shakhtar Donetsk. On parle de judo à présent avec le tournoi international de Saint-Louis qui a vécu le week-end dernier. L'innovation de taille cette année, c'est l'application du nouveau règlement lors des combats et cela n'a pas été sans conséquence pour beaucoup de judokas qui se sont retrouvés pénalisés, n'est-ce pas, Chersad Boudjara, Pafal à la caméra. Des réclamations de combattants qui n'ont pas compris leur défaite. Une scène plusieurs fois vue lors de la 15e édition du tournoi international de judo de Saint-Louis. L'application du nouveau règlement de l'arbitrage judo pour la première fois en Afrique est passée par là. La règle qui interdit aux combattants de saisir la jambe de son adversaire a beaucoup influé. Pour certains, les nouvelles règles de l'arbitrage vont pénaliser les pays adeptes de lutte comme le Sénégal. Alors que pour les autres, c'est une manière de retrouver l'orthodoxie du judo.
Cependant, pour les organisateurs, le niveau technique du tournoi est excellent. Et les Sénégalais se sont bien illustrés en récoltant 37 médailles, dont 8 en or, 12 en argent et 17 en bronze. Dans sa 15e année d'organisation, le tournoi international de judo de Saint-Louis a été rehaussé par la présence de plusieurs autorités sportives et politiques. Clap de fin, Khalifa Diakhaté pour ce journal des sports. Vous l'avez compris, un clin d'œil à nos cinéastes avec les prix récoltés au Burkina Faso. Merci Papa Abdoulader, ce clap que je matérialise avec cet ordinateur. Bonsoir, excellente soirée.